On l'appelait Gros Cul Bel Oeil, parce qu'il était... On l'appelait Gros Cul, parce qu'on a le même défaut tous les deux, mais Bel Oeil. Des yeux admirables. Et les Macs m'aimaient beaucoup. Et les putes aussi, alors elles me donnaient de l'argent, j'étais coursier, j'avais toujours beaucoup d'argent dans les poches. Ben c'est du joli, Navarro. Hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain. J'ai pas entendu. Roger comment? Roger Hanin. Si, Roger Hanin, Navarro. Navarro. Ça fait 12 ans que ça existe, Navarro. Pardonnez-moi. Et ça rassemble combien? 10 millions de téléspectateurs à chaque fois, non? Oui, en moyenne. 10-12, non? Quelquefois. C'est incroyable. Vous êtes vraiment l'acteur français le plus populaire. En plus, ça s'exporte dans 40 pays. C'est-à-dire qu'il y a 40 pays dans le monde qui vous voient. Et vous êtes une star, vous pouvez même plus vous balader incognito à l'étranger maintenant, non? Alors, ça a du succès, pourquoi? Parce que c'est un flic humaniste, comme ça, qui sait où est le bien, où est le mal, c'est ça? Moi, j'ai du mal à dire parce que tout d'un coup, je vais dire, alors je vais vous expliquer pourquoi ça a du succès. Déjà, ça devient un peu risible. Ouais. Mais à la réflexion, je me suis dit que peut-être ils étaient habitués à moi. Ils m'ont connu acteur à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60. Vous avez fait le gorille, vous avez fait le tigre, vous avez tout fait. Tout. Ils m'ont vu vieillir, grossir. Bon, mais non, vous n'êtes pas gros. Je fais partie des gens qui le connaissent. On peut dire votre âge, Roger? Non, ça vous embête? Bien sûr, 74 ans. Vous le Mais je croyez, voudrais ça? faire... Alors, Roger Hanin, vous avez eu un énorme succès en tant qu'acteur, peut-être parce que vous aviez une revanche à prendre sur la vie, peut-être parce que quand vous avez commencé votre vie, c'était pas simple. Vous dites, petit, j'ai vécu l'humiliation car j'étais juif, j'étais pauvre. Et vous dites, je revois encore mon père, employé des PTT, préparer ses cours du soir pour gravir les échelons. Vous avez souffert de ça étant petit? Vous aviez Non, vraiment... je vais vous dire, je vais vous décevoir parce que c'est vrai, tout ce que vous dites est exact, mais j'ai pas souffert de ça. Alors on me dit, mais vous avez dû être... Je n'insistais pas, je n'ai jamais été malheureux. Ouais. Parce que j'ai toujours vécu, c'est pas pour faire joli ou violoncelliser, dans un climat d'amour. Ouais. Donc on ne peut pas être malheureux. On bagarre dans une rue, on rentre... Vous n'avez pas beaucoup d'argent quand même, parce que quand vous étiez petit, vous jouiez au ballon. Attendez, le ballon, c'était du papier attaché avec des bouts de ficelle. Mais c'était formidable, Ouais. c'était magnifique. Ouais. Non, mais C'était magnifique, on se bagarrait dans les rues, on rentrait, on était en sang, votre mère vous caresse la nuque, tout ça passé, c'est magnifique. Vous avez une tante qui était mendiante, Esther était mendiante. Oui, j'ai une fille, mais à l'époque, on n'était pas très intelligent, parce qu'aujourd'hui, mendiant, bon, je dis pas que ça passe chic, mais enfin, compte tenu des gens qui sont sur le bord du chemin, on accepte. Mais nous, on avait honte d'avoir une tante mendiante. C'est-à-dire, quand je sortais du cinéma, je voyais ma tante qui mendiait, je me sauvais, j'étais un crétin. Ouais. Je sortais du stage, je la voyais mendier avec ses filles, je la connaissais pas. C'était pas pour pas lui donner d'argent quand même. Pardon? C'était pas pour pas lui donner d'argent. Non, j'en avais pas d'ailleurs, mais c'est parce que j'avais honte, mais j'avais tort, c'était idiot. Alors, est-ce que vous avez été plus humilié finalement par l'antisémitisme qui régnait pendant la guerre en Algérie, parce que les lois anti-juives de Pétain se sont appliquées en Algérie? Vous n'avez pas plus été humilié par ça finalement que par la pauvreté? J'étais humilié par ça parce que j'avais l'impression de vivre une injustice absolue. C'est-à-dire, il y a eu le numerus clausus, ça veut dire qu'on renvoyait les élèves juifs, et j'étais un très bon élève, j'étais très bon au sport, je faisais rire tous mes copains. On me dit, monsieur, partez. Pourquoi? Parce que vous êtes juif. Mais pourquoi? Et ça, c'était une chose que je ne pouvais pas comprendre. Votre père a été viré aussi des PTT sans indemnité à l'époque. Il a tout confisqué, lui. Il était juif, communiste, il avait tout. Il avait la totale. Il avait la totale. Et alors, à 14 ans, vous allez travailler comme commis chez Borjo. Vous aviez le nom de Hanin, qui est le nom de votre mère, en fait. Et il y a un ami qui vient vous rendre visite et qui vous appelle par votre vrai nom, Lévy. Et le chef du personnel vous dit, je trouve ça parfaitement atroce, il vous dit « Ah, vous avez honte de votre nom, Lévy, vous avez bien raison ». Ça devait être terrible pour vous. Vous avez quoi, 14 ans? C'était terrible, parce que, mais j'ai répondu oui, parce que finalement, je finissais par avoir honte de mon nom. Vous savez, quand j'étais, ça fait chic, j'étais jeune officier de l'armée de l'air, à 19 ans, j'allais dans des messes d'officiers, et puis, on sympathisait, à 19 ans, tout le monde, c'était formidable, je ne les connaissais pas. Et en sortant, ils allaient faire des virées, et avec moi, ils me disaient, comment tu t'appelles? Et j'avais toujours un temps de retard, dit Lévy. Finalement, je finissais par le dire. Mais c'est drôle, la mentalité qu'on finissait par avoir. Et d'ailleurs, la meilleure preuve en est, c'est que quand vous êtes arrivé en France, dans les années 50, vous venez à Paris pour faire pharmacie, ça n'a pas duré longtemps, vous avez choisi un pseudo, c'était Paul Gendron, c'est ça? Oui. Mais vous savez Gendron, vous savez ce qui se passe quand même aujourd'hui?
Non, non. Vous choisissez en 1950 comme nom Paul Gendron. Oui. Et aujourd'hui, Gendron, c'est le nom du mari de Marie-Caroline Le Pen. C'est insensé. Je ne l'aurais pas fait. Mais à l'époque, Gendron, c'était je ne veux pas accabler qui que ce soit, je veux dire, mais c'était le nom de la femme de mon frère. Voilà. Alors Gendron, je trouvais que ça faisait très français. Ils ne sont pas parents. Attendez, rassurez-moi, ils ne sont pas parents, moi. Non, je ne crois pas. Bon. Hein, vous ne saviez pas ça? Non. Demandez-moi quand vous ne savez pas. D'accord. Bien, et 50 ans plus tard, donc vous êtes très connu comme acteur, vous avez parfaitement réussi, et vous écrivez. Et je pense que peu de gens, il y en a certains qui le savent, mais enfin c'est moins connu que Navarro, vous avez déjà écrit 6 bouquins, vous écrivez depuis l'âge de 13 ans, et là vous publiez Dentelle chez Grasset, Zoom Zoom mon garçon, voilà. Très bien. Ça veut dire quoi? Ils sont tous fous, Roger. On va s'inquiéter. Au début, ça fait un peu peur, et puis après, on c'est s'habitue. la promo. Nous, c'est une émission où, quand on fait de la promo, on le dit. Dans les autres émissions, on fait semblant de ne pas en faire. Nous, on dit, voilà. Je suis pas atteint encore, moi. Jean-Guy le fait très bien. Hein. Oui, tout à fait, oui. Stéphane aussi, tu le fais Moi, j'ai très un bien, patch toi. anti. Comme dans la plupart de vos romans, il y a une multiplicité de personnages qui sont assez extravagants, assez fantasques, des intrigues un peu délirantes, et toujours quand même autour d'un propos précis, une idée centrale. Et l'idée centrale de celui-ci, c'est l'ostracisme, qui frappe le sexe féminin. Roger Hanin trouve que dans la littérature, dans la vie, on parle beaucoup des pieds, des mains, des jambes, et tout ça, qu'on parle jamais du sexe féminin. C'est ça, Roger? Oui, tout à fait. On parle beaucoup de la sexualité, de la sensualité, de l'érotisme, mais le sexe féminin, du point de vue anatomique ou physiologique, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, qu'on ne veut pas voir, c'est mystérieux. Si nous, on veut bien en parler. Mais on va en parler. Vous en parlez, et tout le monde aussi d'ailleurs. Oui. Ça ressemble pas à ça. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai, des enfants, les terroristes, il ne faut pas regarder, il ne faut pas parler. On m'a regardé, on s'est baissé. Mais même les amants entre eux, c'est très rare. Par exemple, le sexe masculin, on le voit, il est là. Mais c'est très rare que l'homme regarde le sexe féminin. Faux. Bien. Et alors, c'est un livre qui est révolutionnaire, parce que c'est un des premiers livres qui choisit ça comme sujet. Comme idée centrale. Enfin, il y avait des livres d'anatomie avant. C'était pas des romans. C'est un livre sur des chattes, quoi. En gros, si tu veux. C'est un peu résumé. Ce que tu Ça se passe à Honfleur. Il y a une jeune fille qui s'appelle Aurélie, qui a 16 ans, qui est dans un collège catho. Je le fais à votre place, hein, Oui, l'histoire. moi j'adore. Ça, vous êtes tranquille, vous êtes là. Vous, hein. Elle est élevée par un personnage qui, en fait, est le compagnon de sa mère, qu'elle appelle Oncle Louis. Et elle devine que sa mère est prostituée. Tu vois, ça commence fort. La gamine, elle a 16 ans, elle se doute que sa mère est prostituée. Au Sémiramis, qui est une maison de plaisir, on ne dit pas bordel, on dit maison de plaisir, je vous le dis parce que ça, vous le saurez. Maison de plaisir qui est sur les hauteurs de Honfleur. Voilà. Alors, elle couche avec Louis, il a quand même 70 ans, le mec, hein. C'est ça, hein? Tout à fait. Ça vous dérange pas, vous, que des gamines de 16 ans couchent avec des mecs de 70 ans? Non, quand le choix est fait dans ce sens. Dans l'inverse, je trouve ça un petit peu grotesque et gênant. D'accord. Là, c'est elle qui choisit, donc finalement... Elle insiste même aussi. Oui, elle insiste, oui, c'est vrai. Alors voilà, donc elle couche avec tonton Louis, hein, et puis oncle Louis, et puis après elle retrouve sa mère, voilà. Et là on se retrouve dans cette maison de plaisir. Alors parlez-nous quand même un peu du personnel d'abord, puis après des clients, parce qu'il y a une faune qui est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est un manoir qui est tenu par, on appelle la Châtelaine, en réalité c'est un homme qui s'appelle Amédée, la Châtelaine, Amédée, et qui est un travelot, harnaché façon Andy Warhol, révisé complété par Jérôme Bosch. C'est un homme complètement fou qui vit au milieu de caniches et il y a curieusement, cet homosexuel a un enfant de 11 ans. Dès que vous me suivez pas, vous faites comme ça, parce que c'est... Non, c'est bon, non. Jusque-là, ça va. Donc il s'appelle Lilium Petit Homme. Et donc Aurélie, qui va prendre le pseudonyme de Dentelle, donc, tombe amoureuse aussi, après oncle Louis de 70 ans, de ce garçon qui a 12 ans. Le fils d'Amédée, qui s'appelle Lilium Petit Homme. Lilium Petit Homme. Ouais. Et là, elle rencontre alors ses futurs collègues. Alors là, il y a des personnages évidemment fantasques, inédits, voire inattendus. Bon, il y a une faune assez extraordinaire. Il y a Guy Chounet, qui s'appelle Guy Algon. Il n'y a pas de... Non, ça va, jusque-là, ça va. Guy Algon de Segonzac, qu'on appelle Guy ou Guy Chounet. Il y a Messaoud, qui est un horrible personnage. Ouais. Et puis, il y a... Messaoud, c'est un arabe qui est pas gentil. Hein. C'est le frère de Djemila. En fait. Alors, on est toujours étonné, mais moi, j'ai voulu savoir quelle était la jubilation, le bonheur d'être raciste, de dire du mal des Arabes, du mal des Juifs. Et j'ai voulu et je me suis aperçu qu'il y avait une espèce d'excitation extraordinaire. Et je n'arrêtais plus. Je n'arrêtais plus de le décrire comme... Attention, déjà que vous êtes appelé Gendron, faites gaffe. Hein. J'ai arrêté. Et puis, il y a un incendie, il y a une partie de poker historique. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre, il y a des assises, il y a un procès d'assises.
précise, etc. oui. Mais tout ça, c'est amusant. Et surtout, il y a, faut que je vous le dise, ne faites pas ça, il y a Églantine, qui est une mouette, qui a une taille d'aigle, et qui a, avec son politburo, Corinne Caillat, qui est une mouette rouge, il y en a, avec des yeux noirs. Il y a également Elga, qui est une mouette... Non. Une mouette. Là, on est passé à ça. Là, je pense qu'il y a du bon hashish. Il y a du hashish, là. Quand on écrit, il ne faut rien se refuser. Il n'y a pas Chapi Chapeau, non? Non, il n'y a pas ça. Non, mais il y a Magali Doga. Ah, d'accord. Alors, vous dites en fait que les maisons de plaisir, comme vous dites, ça n'a rien d'inconvenant pour vous. Vous dites que c'est un échange, finalement, après tout. Vous dites très clairement, on achète des babarums contre de l'argent, on peut acheter des... Oui, je ne sais pas pourquoi on trouve inconvenant de caresser une peau d'une femme, une bouche de mandresse charnue, etc., palper ses seins, etc. J'ai un début de réaction. Le principe du Sémiramis, je vous dis pour ceux qui veulent y aller, c'est que l'argent est un sésame entre le désir et le plaisir. Voilà. On a le désir d'une femme. Au Sémiramis, si on n'a pas d'argent, il se passe. Si tout va bien, il n'y a pas de violence. Elles peuvent refuser leurs clients également. C'est un lieu de bonheur. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de Sémiramis depuis 1947 ou 48, depuis que Marthe Richard a fermé les Sémiramis. C'est ça le problème. Vous êtes prêt à militer pour la réouverture des maisons closes, Roger? Oui, militer, c'est un bien grand mot, mais je suis pour la réouverture de ces maisons. Parce qu'il y a Édouard Balladur qui va venir, on va lui demander s'il est prêt à mettre un projet de loi à l'Assemblée nationale. Je pense. Comme rapporteur, on nommerait Christine Boutin, peut-être. Christine Boutin, exactement. Ah ouais. Alors vous, de toute façon, quand vous étiez enfant à Alger... Alors j'ai une petite musique pour vous. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Ah, j'adore. Alors quand vous étiez enfant à Alger, vous Plastique étiez... Bertrand. Non, c'est pas Plastique Bertrand. Ah, pardon. Non. Vous étiez coursier. Quand vous étiez petit, vous étiez coursier pour des prostituées et pour des macs. Oui. Vous rêviez d'être mac. En fait, ce qu'il faut savoir, ça c'est un scoop énorme, c'est que le rêve, c'est vrai, le rêve de Roger Hanin, vous auriez fait un super mac en plus. Vous avez la dégaine. Je ne sais pas. Elles n'auraient pas moufté les gonzesses avec vous, Roger. Hein. Mais je vais vous dire, d'abord, quand j'étais petit, il faut que je vous dise, j'étais d'une beauté stupéfiante. Hein, on l'appelait Gros Cul Bel Oeil, parce qu'il était... On l'appelait Gros Cul, parce qu'on a le même défaut tous les deux, mais Bel Oeil. Des yeux admirables. Et les macs m'aimaient beaucoup. Et les putes aussi, alors elles me donnaient de l'argent, j'étais coursier, j'avais toujours beaucoup d'argent dans les poches. C'est du joli, Navarro. Mais on se rapproche quand même de Raymond Bétoun. Vous voyez, j'avais une c'est vrai. Et tout le monde était étonné d'avoir plein d'argent. J'ai acheté des chocolats, des réglisses à tout le monde, et voilà, parce que j'étais finalement en Mac aussi, à ma manière. Donc voilà, mais le problème de Roger, c'est que quand il a compris que les Macs étaient aussi des indiques, c'est la grandeur d'âme de Navarro, il n'a pas voulu être Mac, c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors vous étiez plutôt beau garçon, star du basket, vous étiez un peu paresseux, un peu vaniteux, donc plutôt que de courtiser les gonzesses, parce que quand on courtise, on s'abaisse. Tu l'as vu avec Carambeu, Jean-Guy, c'est... Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que tu m'appelles Jean-Guy, faut que je... C'est ça que ça te va dire. Ce soir, vous êtes Jean-Guy et Stéphane. Jean-Guy et Stéphane. Jean-Guy et Stéphane. Un peu parce que, on change, parce que comme ils viennent souvent, donc ça change un peu. Et alors, vous préfériez aller au bordel, quoi, plutôt que passer du temps à courtiser les filles, c'est ça? Oui, à baratiner. C'était magnifique. J'avais un peu d'argent. C'était 300 francs de l'époque. J'allais, je connaissais tous les bordels d'Alger, le Chabanais, la Lune, le Sphinx. Ah, il y avait le Chabanais à Alger aussi? Oui. C'est marrant, à Paris aussi. Le Sphinx, la Lune, oui. Je sais pas, le Sphinx aussi à Paris. Il y avait le One Toutou, le Sphinx, le Chabanais, t'as pas connu ça, toi? T'en connais des choses, Thierry, dis donc. J'étais déjà là, moi. Et je suis très vieux. On était très heureux, c'est-à-dire qu'on était accueillis, on était gentils avec nous. On partait après une caresse, on partait. On allait jouer au basket, on allait travailler, on avait l'esprit libre, on était apaisés, c'est magnifique. Oh là là. Faire du basket dans une maison close, ça peut être top, ça. Non, mais il y avait des paniers. Hein. Des paniers. Et alors, Roger, vous avez été dépucelé par Paula la Maltaise. Oui. Paula la Maltaise. On voit que... Non, mais on connaît aussi. Paula la Maltaise. Elle était comment, Paula? Paula, c'était une femme de 45 ans, une femme qui faisait les cours dans la même épicerie que ma mère. Je la voyais le matin. Ah oui, c'était famille. Ah oui. Ah, c'est chouette. Le Maringot. Mais quand on est ado, on rêve de rencontrer le grand amour, tout ça, c'était pas... Je sais pas, ça manquait pas de romantisme, ça, non? Oui, ça manquait de romantisme, c'est vrai. Mais je pensais pas au romantisme. À l'époque, je pensais surtout à baiser. Je pensais à ne pas m'ennuyer, à ne pas me répéter. Vous avez raison. Alors, ceci étant, ça a dû vous faire quand même un super bon apprentissage, parce que après, quand vous avez rencontré, je dirais, des femmes rangées, vous deviez être un super bon amant, parce que vous aviez été à bonne école. Comme dirait Simone Signoret, j'ai pas eu beaucoup de réclamations. Hein. Ouais.
Et vous ne trouvez pas les femmes, après, vous n'avez pas trouvé les femmes rangées un peu banales par rapport à ce que vous aviez connu avec des filles du Chabanais, par exemple? Parce que je les ai connues très tard, hein, les femmes. Je les ai connues quand j'avais 19, 20 ans. Ah ouais. Avant ça, quand je n'en connaissais pas. Ah oui, c'est ça. Tout le monde me disait, moi j'étais naïf, je ne connaissais pas. J'étais naïf, oui, il avait depuis l'âge de 12 ans, si tu veux. Un homme qui se prostitue, ça vous gêne? Ça me fait de la peine, plutôt, mais ça ne me gêne pas, parce que s'il se prostitue, c'est qu'il a sûrement de raisons fortes, des Ouais, manques. mais ça vous gêne plus qu'une femme, de voir un homme se prostituer? Oui, parce que je suis un vrai macho, quoi. Bien, très bien. Ça veut dire quoi quand on applaudit? Non, c'est quand je mets des... Oui, là, bon, vous, on vous a mis Macho Man, c'est normal. Je vous attendais, mais alors, si vous voulez, je vous ai cueilli, là, je vous attendais, j'attendais que vous arriviez. Bien, alors, maintenant, on va faire une interview nulle. Nul. On bouge pas. Bon, vous vous arbitrez, hein, Jean-Guy et Stéphane, d'accord? La mauvaise idée que t'as eu au départ. Ah, la mauvaise idée. Maintenant, vous m'avez collé ça dans le cigare, vous allez vous appeler Jean-Guy et Stéphane pour toute la vie. Ça marche. Ok, Nagui. Ah non, 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 non. Je suis dans la mer et je vous emmerde. Bien, alors Roger, vous êtes prêt? Interview nulle. Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? Ma mère. Ah ouais, vous le dites carrément, vous. J'adorais mon père, mais moi, je préférais ma mère. Ah, c'est bien un petit d'Alger, il aime bien sa maman. Dans le sud, c'est un peu comme ça, hein, non? Oui, je pense. C'est très sud, ça. Oui, Ouais. je pense. Vous préfériez Staline ou Hitler? Staline. Staline. Pourquoi? Parce qu'il a tué plus de gens? D'abord, je ne crois pas qu'il ait tué plus de gens. Là, je vais perdre un peu mon sens de l'humour. D'abord, Oui, bah, j'espère bien. je trouve que c'est monstrueux. Staline, tant qu'on veut, et allons-y, c'est l'homme qui a dévoyé l'un des plus beaux idéaux, qui est l'idéal communiste. Mais maintenant, je sais que c'est la mode de comparer les communistes et les nazis. Et moi, ce n'est pas mon sentiment. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on compare, on dit qu'il y a eu deux totalitarismes au XXe siècle, il y a eu l'hitlérisme et le stalinisme, et c'est vrai on les compare. Vous pensez que c'est pas comparable? Non, non, non. Parce que je me suis fait accrocher une fois dans une émission. On m'a dit, mais comment osez-vous dire que vous êtes communiste? J'ai dit d'abord, ne me parlez pas sur ce ton-là. Sinon, vous alors, n'êtes pas à l'abri de mais m'en prendre un non plus. Pourquoi pas nazi? Ouais. J'ai dit, mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que je peux vous résumer l'idéal communiste. L'idéal communiste, c'est justice et partage. Maintenant, vous, définissez-moi l'idéal nazi. Définissez-moi l'idéal nazi et voyons si ça se confond. C'est vrai qu'au début, l'idée communiste était une plus belle idée que l'idée nationale-socialiste. Ah oui, je trouve. Force est oui. de le reconnaître, c'est vrai. Alors, est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau? Une fille très laide. Une fille très laide. Ah, il a un corps rigide, hein, quand même. Hein, c'est vraiment macho man. Hein. Est-ce que vous avez vous donnez plus de circonstances atténuantes à des vieux qui se tapent des jeunes ou à des jeunes qui tapent sur des vieux? Plutôt des jeunes qui se tapent des vieux. Parce que je trouve que c'est un signe de générosité extraordinaire. Ouais. Non, j'avais dit des jeunes qui tapent sur des vieux. Qui tapent sur des vieux. Regarde, parce que je sais bien, non, mais j'ai compris que dans le bouquin de Roger Dantel, effectivement, Aurélie, elle veut se taper le type de 70 ans. Ah ben, plutôt des vieux qui tapent sur des jeunes. Oui. Ah oui, d'accord. Parce que ils ont fini leur vie, ils sont des tarés, quoi. Bien, Roger, vous qui êtes un spécialiste, le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui? Le plus con, Le plus con. c'est oui, oui. Oui, oui. Donc vous avez compris. Hein. On va dire oui, oui à Roger. Alors, la bombe atomique arrive dans 5 minutes. Vous faites quoi? Ben, je m'agenouille et je prie. Ouais. Bien. 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, de toute façon, t'as pas le temps d'y aller, là. Sémiramis, c'est en fleurs en même temps. Hein. Ou tout seul, alors. Hein. Ouais, ou alors tout seul, oui. Votre partenaire n'est pas très excité. Vous lui demandez comment il s'appelle, vous lui faites un truc spécial, ou vous vous cassez en claquant la porte. Je crois que je pars sans claquer la porte. Ah. Bien élevé. Non, parce que d'abord, ça ne change rien, Ouais. et on se diminue en étant violent. Ouais. Vous croyez pas au truc J'aurais spécial? pas dit ça il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a 20 ans, vous auriez dit quoi, le truc spécial? Oui. Bien, si vous étiez mort, vous voudriez être réincarné en quoi? Attention, hein. En Édouard Balladur, en Giscard d'Estaing ou en Pierre Messmer?
En Pierre Messmer. En Pierre Messmer. Oui, parce que c'était, bon, j'ai pas ses idées politiques, mais c'est un héros. Il a une belle gueule, il a un parler net, et puis pendant la guerre, il a été c'est très bien conduit. Oui. Ouais, c'est vrai. On vous applaudit, c'est une très bonne interview nulle. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.